à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire un petit peu exploratoire sur comment intégrer les enjeux de santé environnementale dans ces achats publics. Alors l'idée là qu'on a sur l'organisation de ce webinaire avec Anne, c'était vraiment de vous partager ce qu'on fait en région Nouvelle-Aquitaine et notamment en matière de petite enfance, hein, on s'inscrit vraiment sur le sujet achat public, petite enfance et santé environnement, et comment on peut le déployer à l'échelle de sa structure plus largement. Donc effectivement, pour un peu un petit élément d'historique, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble avec le soutien de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine pour intégrer les enjeux de santé environnementale dans les marchés publics des établissements qui accueillent de jeunes enfants, que ce soit les maternités, les crèches et les écoles, avec plusieurs modalités d'intervention, sensibilisation, comme aujourd'hui, de l'outillage avec, on vous en présentera tout à l'heure, des closiers types, etc. Des temps de formation, notamment voilà, une formation achat public et santé environnementale de manière générale, mais aussi appliquée à certaines familles d'achat en particulier, et des accompagnements personnalisés, etc. Il y a Euh, quelqu'un dans la et- salle d'attente? Ouais. ouais, Nathalie de Saint-Onge. Voilà, donc moi je m'appelle Anne, donc vous avez Anne et Anne comme intervenantes. Donc Anne Benz en ce qui me concerne, je suis la directrice de l'association 3AR qui est le réseau des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine. À toi Anne. Et donc Anne Lafourcade, moi je suis la fondatrice du programme Recocrèche dont je vais largement parler. Et à la base, je suis ingénieure chimiste. Donc le réseau 3AR, réseau des achats publics responsables, je parle de nous parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres réseaux qui étaient inscrits et d'autres territoires qui sont inscrits à ce webinaire. Donc l'idée, c'est que nos réseaux régionaux puissent accompagner les acheteurs publics dans leur démarche d'achat responsable autour de divers enjeux, autour de toute leur famille d'achat qui sont larges. En Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 110 adhérents, principalement des collectivités territoriales, mais aussi des établissements hospitaliers, des bailleurs sociaux, voilà, plein de typologies d'acheteurs qui permettent des échanges riches et intéressants. Et le projet Recocrèche, à toi. Et donc Recocrèche, ça, c'est un projet qui est aussi porté par l'Agence régionale de santé depuis maintenant 11 ans et qui avait pour objectif de limiter l'exposition des jeunes enfants aux polluants chimiques présents dans leurs environnements intérieurs. Le projet a bien grandi les dernières années et depuis cette année, c'est désormais une association qui a vocation à ce que nos outils qu'on a développés pour d'abord la Nouvelle-Aquitaine puissent profiter au plus grand nombre, d'où le format associatif et une nouvelle gouvernance. Je te laisse. Ouais. Donc, juste Pardon, quelques là. éléments sur qu'il y a dans le projet Recocrèche, hein. Donc, on a publié des guides de recommandation, des outils de terrain qu'on a développés avec 3AR sur lesquels on va revenir, notamment des grilles. On fait des audits à 260 critères et on travaille sur les closiers d'achat. Toutes les recommandations de santé publique qu'on écrit sont basées sur des données probantes scientifiques et elles sont toutes vérifiées sur le terrain par des audits d'applicabilité pour que ce qu'on vous propose de mettre en œuvre ne soit pas hors sol. On a un site internet où l'ensemble de nos données sont accessibles et on a une communauté de collectivités qu'on a accompagnées avec notre méthode qui s'appelle SafeLip. C'est une méthode de transition des collectivités sur ces sujets-là. Donc on a une communauté de 30 grandes collectivités engagées et 70 en tout qu'on a accompagnées. Et on est aussi on travaille aussi avec la recherche pour prouver que nos travaux sont de qualité. Voilà ce qu'on fait actuellement. Et donc, à partir de cette année, on se déploie au niveau national. Notre objectif, c'est que tous nos outils soient accessibles à toutes les collectivités de France. Et donc, on crée en ce moment, donc avec le soutien de 3AR, la- l'organisation qui va permettre ce déploiement. Ok, super. Bon, les webinaires, c'est toujours un peu compliqué, on est un peu seul derrière notre ordinateur. On est intéressé à ce que vous complétiez dans le chat pourquoi vous vous êtes inscrit, qu'est-ce qui vous... voilà, avec quelles questions vous arrivez. Vous pouvez les écrire au fil de l'eau, Mm. mais ça nous permet, nous aussi, voilà, d'orienter un peu nos propos et puis de savoir comment vous êtes arrivé, comment vous êtes arrivé ici aujourd'hui. Voilà, je laisse le chat Il y a quelqu'un allumé. dans la Hop, salle? Ouais, voilà, voilà. super.
On va laisser tout le monde écrire au fil de l'eau et puis on avance, non? Mhm. Exactement. Ok. Donc, nos propos seront en plusieurs parties. Vous avez eu le programme que je vous ai envoyé avec le mail de confirmation, mais donc on a quand même quelques propos introductifs qui nous semblent Mm. importants, savoir pourquoi on agit, pour qui on agit. Donc, je te donne, on va voilà, santé environnement, marché public. Donc, on commence avec la Ouais, notion de santé environnementale ok. par Anne. Vas-y. Donc, quelques constats. Alors, vous devez connaître la santé environnementale, hein, qui concerne quand même beaucoup de domaines de la santé publique et de la prévention. Le constat qu'on peut faire sur le Recocrèche et pourquoi on a travaillé sur le sujet spécifique de la petite enfance et des expositions aux polluants chimiques, le premier constat, c'est que les pathologies évoluent, hein, on le sait, il y a des maladies qui se développent, notamment les maladies non transmissibles, dont les cancers hormonodépendants, par exemple le diabète, on y reviendra, l'obésité. Euh, L'autre constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les substances chimiques sont omniprésentes dans nos consommations, hein. L'actualité nous le prouve au quotidien, hein. Il y a quelque temps, nous avons une alerte, par exemple, sur le cadmium. C'est quand même souvent maintenant que nous avons des alertes sur la composition des produits que nous consommons au quotidien. Hélas, ces substances, elles ne restent pas dans le supermarché ou dans votre caddie, elles vont aussi être présentes dans nos organismes, puisqu'aujourd'hui, on a assez de données de santé publique qui prouvent que ces substances, elles ont une capacité à s'installer dans nos corps, ou en tout cas à le traverser. On a aussi suffisamment d'études pour savoir que les jeunes enfants sont les plus imprégnés, j'y reviendrai. Et puis, on commence à mieux en mieux connaître l'effet de cette chimie quand elle est dans notre corps, notamment par rapport nos connaissances sur les perturbateurs endocriniens. J'y reviendrai aussi. Dernier constat, c'est que la réglementation est lente à réguler. On a mis beaucoup de produits chimiques en circulation et on est assez lent à les réguler et on se rend compte quand même de plus en plus d'un effet délétère de ces substances sur nos santé. Peut changer. Donc, juste quelques études, hein. L'idée, c'est pas de vous faire trop peur et on n'a pas le temps pour ça, mais pour vous donner un peu le champ des études qu'on utilise pour vous motiver à travailler sur ce sujet. Voilà, une étude qui dit que les produits ménagers dans la petite enfance peuvent avoir un impact sur l'obésité à l'âge adulte, par exemple. Je continue, hein, je passe très rapidement. Une autre étude juste après. Ça zappe pas. Voilà, sur le lien entre des expositions à des facteurs environnementaux et des facteurs chimiques et les troubles autistiques, hein, c'est des choses qu'on sait moins, mais on commence à avoir des données scientifiques probantes. Une autre étude là parce que nous on s'intéresse beaucoup aux enfants, mais on s'intéresse aussi aux agents d'entretien, aux personnes qui travaillent dans les structures de la petite enfance. Voilà, par exemple, on se rend compte que dans cette étude, l'exposition pulmonaire quotidienne à des produits chimiques, quand ils sont de mauvaise qualité, peut être équivalent à fumer un paquet de cigarettes par jour pour la santé des agents. Donc, vous voyez, c'est pas rien de travailler sur ces sujets en termes de santé publique. Donc, on a certaines maladies particulières qui sont en lien avec les hormones. Et quand on parle de perturbations endocriniennes, ça veut bien dire ça. Ça veut dire que nos hormones sont perturbées. Donc là, je vous ai mis un graphique qui montrait toutes les maladies qui avaient des liens avec ces hormones perturbées. Et on se rend compte qu'on est encore là par rapport on est face à beaucoup de maladies qui sont très présentes dans nos quotidiens et dans nos environnements occidentalisés. Hein, ça va de la modification de l'âge de la puberté chez les petites filles à l'infertilité, Merci de nous préciser les raisons de votre inscription. Ah oui, c'est toi qui le mets, pardon. Je te lisais. Et à tous les âges de la vie, comme vous le voyez sur ce diagramme, puisqu'on peut aussi faire des liens jusqu'à la fin de vie, comme avec Alzheimer, Parkinson, et bien sûr les cancers les plus répandus, qui sont le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Donc en fait, vous voyez, il y a quand même beaucoup de pathologies qui sont liées à la question des hormones. Quand Santé publique France va plus loin, ils ont fait une revue de la littérature pour voir quelles étaient les maladies qui pouvaient vraiment trouver leur source, ou en tout cas une partie de leur source, dans les imprégnations aux perturbateurs endocriniens.
Donc, vous voyez, je ne veux pas vous faire la longue litanie de ces maladies, mais encore une fois, on retrouve des pathologies qui sont quand même très présentes dans nos sociétés et on fait très vite le lien quand même de plus en plus entre toutes ces substances chimiques présentes et toutes les pathologies qui sont sur ce tableau. Donc, juste pour vous dire, les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? C'est parmi ces molécules, c'est certaines qui sont plutôt petites et qui vont rentrer facilement dans notre corps et qui vont venir se mettre en lieu et place de nos récepteurs hormonaux et leurrer notre système. Donc, en fait, le corps va réagir en pensant devoir réagir à un effet naturel et en fait, il est leurré par la présence de polluants dans notre corps. Donc, c'est des polluants qui ont des mécanismes toxicologiques qui sont complexes, qui sont très différents de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, donc on ne sait pas encore tout. Ils peuvent, par exemple, je passe rapidement, je ne vais pas donner tous les effets, mais ils peuvent avoir des effets paradoxaux, des effets cocktails quand ils se rencontrent dans le corps, ils peuvent avoir des effets cumulatifs, des effets différés dans le temps. On peut être imprégné quand on est un petit enfant et avoir des effets quand on est un adulte, des effets sur le génome, des effets qui se transmettent de génération en génération, et finalement des effets beaucoup plus importants quand on les rencontre au mauvais moment, notamment dans la petite enfance quand on est très sensible. Donc, ces polluants, je vous le disais, ils sont présents, beaucoup de polluants sont présents dans nos corps. On peut le faire grâce à une étude qui s'appelle Esteban, on l'a vu en France. Mais ces polluants, on a aussi pu prouver qu'ils étaient plus présents chez les jeunes enfants. C'est pour ça on travaille spécifiquement sur ce sujet et que c'est financé par l'ARS. Tu peux passer. Donc, ce qu'il faut retenir sur les perturbateurs endocriniens et ces produits chimiques dangereux, c'est que on est face à une révolution toxicologique qui sont difficiles à lister, difficiles à diagnostiquer et à évaluer. Ils font l'objet d'une bataille réglementaire, hein. C'est compliqué effectivement, on réglemente très doucement ces produits-là et donc on est face à leur omniprésence et une régulation trop lente. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on essaie d'agir. Donc nous, on s'est posé la question de la présence des substances à risque dans les lieux qui accueillent des publics sensibles. Et donc on va voir que dans les lieux que vous administrez, si vous êtes des collectivités, ben, il y a tout un tas d'expositions dont vous avez la maîtrise. Alors il y a l'exposition, donc peut-être qui est plus difficile, c'est l'apport de l'air, de la pollution extérieure, quoique vous avez le choix de où vous implantez vos bâtiments. Et après, il y a tout ce que vous achetez les produits d'hygiène et de soins, les produits d'entretien, les équipements, les aliments quand vous avez des cantines, les contenants alimentaires et les matériaux de construction. Donc tout ce que je vous raconte, on est très ciblé sur la petite enfance, mais finalement, vous voyez bien que ça marche sur tous les bâtiments d'une collectivité. Donc je vous fais l'économie de la lecture de toutes les molécules que j'ai listées, mais ça pour vous dire que voilà, vous avez la main sur quand même l'essentiel des pollutions, ou en tout cas des sources de pollution. Donc effectivement, les établissements petite enfance et plus généralement les autres établissements qui reçoivent du public sont au cœur de ce qu'on appelle la prévention primordiale. La prévention primordiale, c'est l'idée de se dire que l'endroit où se fabrique la santé, c'est l'endroit de la toute première prévention, hein, avant que les maladies ne se créent. Donc vous avez la main pour cela dans les collectivités. Souvent, on a tendance à dire que l'essentiel de la santé, elle n'est pas générée par les professionnels de santé, mais par les professionnels des collectivités territoriales. Vous voyez que en vert, vous avez tous les domaines sur lesquels vous pouvez agir pour faire diminuer les expositions, mais vous avez aussi la possibilité de fabriquer de la santé, notamment avec tous les mesures que vous pouvez mettre en place sur le dehors, en facilitant l'accès, par exemple, au dehors des enfants, parce qu'on connaît les effets sur la santé du dehors. Donc, bien sûr, la difficulté pour nous, c'est de vous aider à hiérarchiser et à vous dire quels sont les pires produits chimiques. J'adorerais vous faire une liste et vous dire, bon, ben, il y a ça, ça, ça. Et puis, il faut les éviter et puis tout ira bien. C'est plus complexe que ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une méthode avec 3AR pour essayer de répondre à cette difficulté et à notre impossibilité aussi à lister les molécules et surtout à les trouver. On verra que réglementairement, on n'a pas accès à tout. Néanmoins, on a essayé de trouver des solutions. Donc, vous voyez, là, il y a quelques familles que vous connaissez sûrement. Les bisphénols, les phtalates, les PFAS dont vous entendez beaucoup parler actuellement, les parabènes et les phénoxyéthanols qui sont des conservateurs, et les alkylphénols qui sont des produits qui sont plutôt dans les détergents. Donc, notre façon de travailler, hein, c'est de prendre les données scientifiques et les données de la réglementation
et d'appliquer un principe de sobriété chimique sur toutes ces données quand on n'a pas toujours l'info, et aussi voilà, d'essayer de bien connaître le terrain pour que ces recommandations soient facilement applicables et de vous les amener concrètement dans les territoires sous la forme de recommandations pratico-pratiques. Donc, c'est vraiment le cœur du programme Reco Crèche. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on vous propose de faire dans les collectivités en général pour limiter ces expositions? Ça va être de porter un nouveau regard sur votre besoin et sur la sobriété. Parfois, quand il n'y a pas de solution, la solution, ça peut être de ne pas acheter ou de moins acheter. Bien sûr, de travailler sur les marchés publics avec, par exemple, quand c'est possible, le levier des labels qui est très intéressant. Bien sûr, on va y revenir. Euh, on va aussi vous proposer de faire autrement quand des pans entiers de produits n'existent pas ou sont dangereux. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire autrement et donc d'aller changer des activités qu'on a l'habitude de faire de manière à ce qu'on n'utilise pas ces produits, par exemple les produits de loisirs créatifs en petite enfance. Et enfin, on va vous proposer aussi de changer vos pratiques. Par exemple, quand on ne peut pas changer un produit, on va essayer de mieux aérer la pièce où il se trouve. Et on va aussi vraiment vous inciter à vérifier tout ce qui rentre dans vos collectivités ou dans vos établissements. Ça veut dire aussi contrôler ce qui se passe au niveau des prestataires et donc aussi avoir des closiers assez exigeants pour vos prestataires. Donc, les outils que vous allez pouvoir utiliser après connaissance de ce webinaire. Donc, je te laisse appuyer. Enfin, il y a plein d'animations. Je te laisse aller au bout, Anne. Ok, attends, oui, c'est vrai, il y a plein de... Hop Oui, là! vas-y, vas-y. Tac, 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 tac. Beaucoup trop Il y en a encore un, d'animations. ouais, voilà. Je m'en excuse. Il va falloir que je change cette diapo. Donc, les outils auxquels vous avez accès via le projet RocoCrèche aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a une caméra qui... Peut-être éteindre vos caméras, ça vous dérange pas? Euh, donc, les outils à votre disposition. Il y a un truc qui s'est ouvert, Anne. Ça marche pas. C'est bon. Excusez-moi, on voit pas du tout le partage d'écran. Ah, vous le voyez pas juste à l'instant ou vous le voyez pas tout court? Non, depuis le début. Du coup, on a cherché à changer les paramétrages et autres. Ah mince. Et apparemment, je suis pas la seule. En tout cas, en Val de Saintonge, on Ah. est deux, pas dans le même bureau, à pas voir Et votre les autres partage d'écran. personnes, vous voyez? Non, les autres le voient. Euh, Ok. pour moi, c'est Oui. bon, je vois bien le partage depuis le début. Pour Non, mon moi je vois rien du tout. Ah, c'est là. Alors, moi, C'est je par- suis en partage. Moi, je te vois, Anne aussi. Alors, attendez, Tu veux j'arrête. départager? Tu veux que j'essaye de partager moi? Oui, si tu veux. Hop, je peux le retenter, hein, mais Donc, on tente, ouais, vas-y, on tente. fallait le dire avant. Bah oui, parce qu'il y avait plein de diapos. On vous les enverra. En premier, on vous Ouais. les envoie. Est-ce que vous voyez là? Ah, activé, là. Est-ce que vous voyez? Oui. Petit truc Non, technique. toujours pas, mais continuez, c'est pas grave si on recevra Ouais, on prend en c'est note bizarre et oui. parce que, vous voyez, il y a des gens nous, on n'a pas de soucis. Alors, des fois, c'est que sur Zoom, si vous êtes sur l'application Zoom, tout en haut, il y a deux onglets. Le premier, un onglet Réunion sur lequel on voit les caméras et le deuxième, écran de l'équipe 3AR. Donc, peut-être Ouais. qu'il faut basculer Ouais, Ah d'onglet. oui, c'est ça. ça doit être ça. Merci, Merci Élise. beaucoup. Est-ce que c'est bon là? Du coup, si vous allez sur... je vous partage, c'est là. Désolée, Anne. C'est ici, là. Hop, normalement, vous avez deux onglets. Ok, bon, bah voilà, c'était ça. C'est ce que je me disais. C'est bon? On coupera au Non, montage, hein. mais c'est pas Ah, grave. mince. Continuez. Bon, on Continuez. continue, on continue. On n'a pas la même configuration apparemment, mais Ah, c'est pas grave. flûte. Bon, Catherine, j'essaie de vous envoyer ça en parallèle. Les outils qu'on utilise et qui sont tous à votre disposition, donc ce sont des outils qui ont été élaborés en Nouvelle-Aquitaine, mais qui sont des références nationales et accessibles sur notre site internet. Donc, on a des guides de recommandations qui sont vraiment sur la petite enfance, mais encore une fois, vous pouvez aussi l'utiliser dans les écoles ou dans les autres bâtiments que vous administrez, qui vont être les sujets les produits du quotidien. Bâtir et rénover une crèche et un guide dédié à l'entretien des locaux.
On a des audits dédiés aux acheteurs, on y reviendra. Donc tout ça, c'est sur notre site internet. On a aussi une newsletter à laquelle vous allez pouvoir vous abonner. On a des documents complémentaires ciblés, par exemple, pour les parents. On a des replays de nos formations et webinaires. Et on a un outil qui s'appelle le programme d'accompagnement Safety, dont je vous ai déjà parlé, qui est un programme d'audit de 260 critères à l'échelle d'une collectivité. Tu peux changer. Donc, juste la photo des guides. Encore, on continue. Donc, c'est des guides qui sont validés par des parties prenantes externes, hein. Donc, toutes les données qui sont dedans sont validées par les PMI, par les ARS. Donc, il n'y a pas de souci sur la légitimité des données. C'est aussi des outils qui s'inscrivent dans des politiques publiques, hein. Le décret de la qualité de l'air intérieur, la réforme normale pour les EHE, EGalim, la stratégie 1000 jours, l'adaptation au réchauffement climatique, les problématiques liées aux moustiques tigres et à la lutte antivectorielle. Donc, on essaye d'impliquer toutes les politiques publiques qui vont autour de la gestion des établissements des jeunes enfants. Et là, ça va clairement en lien avec l'élaboration. Là, on avait dans les commentaires Le une Spazer aussi. agglomération qui revoit son spazer. Ouais, Donc, exactement. effectivement, le croisement entre les différentes politiques publiques et cet enjeu-là qui est vraiment au croisement de tout cela. Donc, ça, c'est notre site. On passe rapidement. Vous irez le voir, hein. Vous avez une boîte à outils où vous pouvez télécharger toutes les données. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est les guides. Encore une fois, vous les voyez comme ça. Et puis, vous avez des fiches. Ça, tu peux passer. J'en ai déjà parlé de ces flis. Ça, vous aurez un QR code si vous voulez vous abonner, mais vous pouvez aussi directement aller sur le site pour vous abonner à la newsletter. Et ça, c'était ma partie. Et c'est à toi maintenant. Et Anne, elle va partir sur le lien avec la commande Je publique. vous parle, je vous parle de commande publique. Alors, quelques éléments, voilà. Pourquoi agir? Enfin, voilà, agir pour la santé et en particulier pour les petits-enfants, on est complètement. Merci d'avoir si je sais qu'on enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas d'avoir démontré scientifiquement, voilà, à chaque fois l'importance d'agir en priorité sur ces publics aussi. C'est pour ça on est très actifs nous sur le programme Reco Crèche. Donc la commande publique, vous pouvez compléter dans le chat si vous connaissez les poids économiques de la commande publique en France. Euh, A, B, C, D, on ne sait pas trop, 10%, 15% du PIB, 170 milliards d'euros, 400 milliards d'euros. Bon, en réalité, toutes les réponses sont justes, parce qu'on aime bien des QCM avec des réponses toutes justes. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le levier économique de vos collectivités, il est fondamental, il est vraiment important. Nous, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, on sait, on demande à nos adhérents, enfin en complétant le bulletin, de nous donner leur volume d'achat annuel. Donc sur une centaine d'adhérents, c'est certes beaucoup, mais on représente à peu près 5 milliards d'euros à l'échelle régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc quand collectivement on dit, ben en fait, on voudrait que des produits labellisés dans nos établissements qui accueillent des publics sensibles et qu'on organise une journée technique régionale avec Anne à la CCI de Bordeaux-Gironde et qu'on invite les entreprises. Et bien derrière, en fait, enfin c'est du prouvé, hein, ça date de quelques années. On avait effectivement des entreprises qui avaient fait évoluer leur offre pour pouvoir proposer un lot dédié santé environnementale qui correspondait à ce qu'on voulait. Donc voilà, certains labels à prioriser, moins de produits, voilà. Donc juste pour Ouais, par exemple, l'abandon des formules parfumées pour les produits détergents pour la petite enfance, quand on sait que les parfums peuvent être vecteurs de pollution assez importante aussi et d'exposition importante. Donc voilà, donc quand collectivement vous agissez, au-delà de vous individuellement, mais aussi collectivement, on accompagne aussi voilà, les transitions en tant que commande publique, on a ce poids économique de levier d'accompagnement des transitions vers des produits plus sains. Toujours intéressant à rappeler en amont. Bon, là, vous avez la part, les collectivités territoriales, c'est à peu près 50% des achats en France. Tout segment d'achat confondu, voilà, on est un tiers, un tiers, un tiers. Il y a du monde qui achète aussi. C'est aussi un métier pluriel avec beaucoup de différentes typologies de personnes.
un petit rappel sur les principes fondamentaux de la commande publique, parce que toutes les préconisations qu'on réalise, qu'on fait, s'inscrivent dans les principes fondamentaux de la commande publique qui sont rédigés dans l'article L3 du Code de la commande publique. Et pour rappel, depuis la loi climat du 22 août 2021, eh bien, on a l'intégration dans les principes de la commande publique de l'atteinte des objectifs de développement durable dans l'ensemble de leurs dimensions au sein des achats publics. Pareil, je remets quelques bases. On parle de clauses et de critères. Une clause, c'est une exigence qu'on va rédiger dans nos cahiers des charges. Donc, c'est non négociable. Donc, par exemple, on a la possibilité, je crois que je m'auto-spoil de ce que je dis après, mais on a la possibilité d'exiger un label dans les marchés publics. On peut enfin, de demander de s'appuyer sur les labels qui sont des bons amis pour nous acheteurs. Donc on peut à la fois le mettre en exigence, en clause, donc en tant que spécification technique dans nos cahiers des charges techniques, et potentiellement, et ou si on a une offre un peu moins développée, ben, on va pouvoir le mettre plutôt en critère. Donc ça va être, on va avoir une meilleure note si on propose un produit labellisé. Juste pour rappeler comme on a souvent dans ces webinaires, on a différentes typologies, on a des juristes, donc je sais que vous êtes au courant, mais on a des personnes qui n'ont pas forcément le jargon. Donc clause, exigence, critère, souhait. On a un cadre défini sur les achats publics durables et responsables. Je rentre pas dedans, vous aurez les diapos, car je vois le temps qui passe. Et on a un cadre réglementaire qui est en évolution constante. On a une obligation générale pour les acheteurs publics d'ici août 2026, 100% de considération environnementale dans les marchés publics, entendu au sens de manière cumulative, une clause et un critère dans les marchés. Et puis après, on a des obligations sectorielles qui viennent s'ajouter. Donc, par exemple, on le connaît tous et qui vient effectivement agir sur les notions de santé Egalim avec la part de 50% de produits de qualité dans la commande publique, dans les cantines. On a la loi AGEC anti-gaspillage qui vient travailler sur le sujet du réemploi, du recyclage dans la commande publique. Et ben là, on est parfois sur des enjeux qui sont pas qui peuvent se rejoindre, mais pas toujours, parce que, ben, par Et il y exemple, a un le volet sur les jouet, Pardon, il y a le ouais, volet sur les perturbateurs endocriniens aussi. ouais, il y a aussi ça qui nous aide sur la partie information. Mm. Et des lois, voilà, un petit peu, voilà, qui vont venir être appuyer la notion sanitaire, mais globalement, si on fait l'état des lieux de la réglementation marché public durable, achat public durable, on n'a pas un axe spécifique santé. Ça va être plutôt des effets indirects positifs comme Egalim. Je vous fais connaître cet outil, l'AREF qu'on déploie, donc qui recense l'ensemble de ces obligations générales, donc, avec une famille d'achat enfance petite enfance sur le sujet Recocrèche. Euh, et voilà. Et donc, est-ce que vous avez déjà rédigé des cahiers des charges qui disent pas de perturbateurs endocriniens dans ce marché? Est-ce qu'à votre avis, c'est possible, simple à rédiger, c'est risqué juridiquement ou compliqué à analyser? Je vous laisse répondre. Ton micro est éteint. Possible? Je regarde les réponses. On a pas mal de A. On a pas mal de A. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, Anne? Il y a un peu de D, mais c'est compliqué. Ouais. Alors, pour notre avis, c'est que toutes les réponses peuvent se tenir. C'est possible de l'écrire. Par contre, bon courage pour vraiment savoir bien l'analyser. Donc ça demande, voilà, la personne qui a d'idée, on est assez d'accord sur le côté compliqué à analyser. C'est simple à rédiger, oui, potentiellement, ben voilà, les produits achetés ne comporteront pas de perturbateurs endocriniens. Voilà, on peut l'écrire, hein, par On contre, peut effectivement. l'écrire, mais il n'y a Voilà. pas de Mais bon, réalité derrière ça. comme on n'a pas vraiment de moyens de contrôle parce que la réglementation, comme le disait Anne, avance un peu moins vite que les mélanges chimiques. Et de fait, potentiellement, oui, ça peut aussi être risqué juridiquement. Donc, en tout cas, nous, notre réponse, c'est que interdire les perturbateurs endocriniens dans les marchés publics, c'est plutôt un vœu pieux. Et ça demande en tout cas une ingénierie assez importante.
Voilà. Je sais pas si Anne, tu veux compléter. Oui, non, c'est surtout ne pas promettre à vos administrés des miracles, c'est-à-dire promettre l'absence de perturbateurs endocriniens, c'est physiquement impossible aujourd'hui. On n'a pas l'information, on n'a pas les compositions de tous les produits. Donc, avoir une politique qui dit nous allons vers moins de perturbateurs endocriniens, c'est possible, et le faire, on vous engage vraiment à le faire. Par contre, promettre l'absence aujourd'hui, hélas, c'est pas possible. Donc de fait, voilà, ça c'est juste sur l'approche voilà, générale. Voilà, petit point de vigilance. En tout cas, nous, dans notre façon de travailler, on est vraiment, voilà, on essaie de faire vraiment du sur-mesure et dans la dentelle, et on a une approche différenciée en fait selon les familles d'achat, puisque effectivement chaque famille d'achat est singulière dans son offre, dans les labels existants, dans la réglementation à notre disposition. J'y reviens juste après. Je fais un focus, je trouvais intéressant d'aller regarder. Donc, ma collègue Léonie nous a fait un benchmark de tous les spaseurs. Alors, c'est sur notre territoire et nos adhérents. Donc, 26 spaseurs à la loupe en Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, ça veut dire schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. C'est une obligation pour l'ensemble des acheteurs publics qui achètent pour plus de 50 millions d'euros chaque année. Ce schéma, c'est vraiment un document stratégique qui va permettre de venir voilà, structurer, poser la politique achat des structures publiques et qui, ben voilà, avec ce cadre réglementaire, c'est cette obligation, enfin, ça a été mis en place avec la loi de l'économie sociale et solidaire de 2014 et puis c'est évolué chaque année. Au départ, c'était socialement, on y rajoute de l'environnement et puis on a réduit, en fait, au départ, c'était les gros acheteurs que les collectivités. En fait, plus on avance et plus finalement ben, l'ensemble des structures. Aujourd'hui, c'est tous les acheteurs publics dont le montant d'achat est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes par an. Il y a la possibilité, si vous voulez aller regarder un peu ce qui existe, nous, on les met à disposition sur notre site et plus globalement, au niveau national, le site achat public, achatdurable, pardon, .gouv.fr, enfin, vous pouvez aller déposer votre spazer et vous pouvez aussi aller consulter ceux de vos pairs. Réglementairement, ce spazer, il contient des éléments à caractère social et à caractère écologique. Le caractère écologique, je le détaille là, on n'a pas le niveau de santé environnement ou de One Health, ou voilà, la notion santé, biodiversité, One Health, je les mets ensemble, n'est pas intégrée dans l'obligation du code de la compte publique. Pour autant, rien n'interdit enfin, le contenu est vraiment libre. De la même façon, les spasers doivent comporter des indicateurs précis. Le code cadre des indicateurs sociaux, mais rend libre les indicateurs environnementaux et sanitaires. Donc nous, dans ce cadre-là, on a une liberté assez importante. D'ailleurs, c'est ce que l'on peut voir dans notre benchmark. Euh, bon, comment s'y prendre pour intégrer la santé environnementale dans son spazer? Je trouvais intéressant de remontrer le super guide de France Urbaine sur l'élaboration des spasers et notamment qui montre comment bah, ça s'intègre. Hein. Tout à l'heure, Anne nous montrait les politiques publiques en matière de santé. Bah, là, on a aussi les politiques publiques qui, en matière environnementale et achat, voilà, qui vont pouvoir constituer cet arbre de l'achat durable. Et donc, ben voilà, aller regarder, est-ce qu'on a un contrat local de santé sur son territoire? Est-ce qu'on a signé une charte? Et la charte ville et territoire sans Oui, perturbateur endocrinien. Est-ce qu'on a une délibération phare qui a été votée par un élu sur différentes compétences? Notamment, voilà, par exemple, petite enfance, voilà, notre ancienne présidente était élue à la ville de Limoges et elle avait voulu vraiment mettre en place une action très ambitieuse sur la petite enfance et la limitation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et par ailleurs, vos obligations réglementaires. Donc là, déjà, on pose, on pose le cadre. Et donc, je vous partage le benchmark. Il est disponible, notre benchmark, sur notre site internet. Vous me le demanderez si vous voulez. En tout cas, donc, en regardant dans le détail, sur les 26 analysés, on en a 17 qui intègrent une considération santé environnementale, notamment autour des sujets suivants, donc alimentation de qualité saine et durable. De toute façon, ça va avec Egalim aussi, hein, notamment ceux qui ont la compétence restauration collective.
La mobilisation de labels sur toutes les familles d'achat, c'est souvent cité aussi. Des actions spécifiques pour la petite enfance, où là vraiment on va mentionner la notion de santé environnementale. La limitation et l'exclusion du plastique dans les produits et emballages sur toute famille d'achat. On a quelques spasers hein, qui les ont développés. Une approche qualité de l'air extérieur en travaillant sur l'achat de flotte de véhicules, sur tout ce qui est clause relative avec la livraison, et puis tout ce qui est aussi entretien des espaces verts, puisque ben, certes on a des interdictions en matière de limitation d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mais phytosanitaires, pardon, mais en tout cas voilà, c'est clairement écrit dans certains spasers. Et de la même façon, sur la qualité de l'air intérieur, avec des focus sur notamment les achats de travaux, fournitures, enfin, en fait, toutes les familles d'achats confondues. Et sur l'aspect santé, on retrouve dans plusieurs spasers la notion de faire attention à nos agents et donc le sujet des EPI, l'ergonomie des matériels. Donc, on est vraiment là sur la santé des agents. Donc, des usagers, notamment les usagers les plus fragiles, mais aussi des agents. Et on a au sein de ces spasers-là, on a un adhérent qui a un spaser qui dédie un axe entier au volet santé, donc c'est l'agglomération du Pays Basque, avec on avait fait un petit webinaire à ce sujet-là l'année dernière ou il y a 2 ans, avec notamment 3 actions dédiées, une action sur les produits en restauration collective, une action sur la qualité de l'air intérieur, avec un focus petite enfance et en parlant de recocrèche, et un focus qualité de l'air extérieur sur les flottes de véhicules et les livraisons. Donc ça, ces spasers-là, ils sont à disposition sur notre site. On a une cartographie de nos adhérents et donc vous pouvez aller regarder, télécharger des spasers. Donc en termes d'indicateurs sur ces spasers, je vous les ai tous, on les a tous mis là. Voilà, on va retrouver le recours au label, certains voilà qui clairement vont aller sur des pourcentages de marché qui n'intègrent pas de phrases de risque ou de danger. On va avoir voilà certains sur les perturbateurs endocriniens qui sont clairement écrits. On retrouve souvent voilà école, petite enfance. Donc vous voyez après aussi j'arrive ici là on est sur les matériels pédagogiques, produits d'entretien dans dans les écoles et dans les crèches. Le plastique je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc Reco Crèche qui est quand même cité 2 fois. Et la prévention des agents. Voilà, vous avez des indicateurs, je vous les laisse afficher vite fait. Voilà, vous aurez le support, vous pourrez les regarder. Du coup, à Nice, hein, si vous avez, voilà, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. En partage d'expérience, je pourrais vous mettre en relation avec nos adhérents. Donc, dernier point, c'est un peu le partage de notre méthodologie en région. Donc, voilà, on a ce cadre voilà, qu'on peut poser avec le SPASER ou avec une charte, avec une démarche qui est posée, hein, des procédures internes et autres. Et après, quand on va aller vraiment mettre les mains dans le projet d'achat, ben, je vous, euh, euh, je vous partage un peu les réflexions qu'on propose dans les formations, dans nos accompagnements. Donc, bah, déjà, connaître son contexte d'achat. La structuration de la fonction achat, elle est vraiment différente selon les typologies de structure. Alors, je ne sais pas s'il y a des bailleurs sociaux, parce que le sujet de la qualité de l'air intérieur, quand on a un bailleur social, elle arrive souvent. Typiquement, un bailleur social, on n'a pas toujours un service achat. On a parfois on a souvent, enfin, en général, on a une personne à la commande publique qui va venir vérifier la conformité juridique des procédures. Pour autant, vraiment, les cahiers des charges, ce sont vraiment les chargés d'opération qui maîtrisent de A à Z, en fait, toutes les exigences. Donc voilà, ça va pas être pareil que, par exemple, chez nous, Bordeaux Métropole, où la fonction achat est très centralisée et où effectivement, bah, on a des marchés, en fait, avec des experts achats durables au sein du service achat et commande publique qui vont vraiment aller pousser loin le curseur, en fait, des exigences dans les cahiers des charges. Versus, voilà, une commune où, par exemple, on va pas avoir forcément l'ingénierie comme peut l'avoir par ailleurs. On a aussi pas mal d'acheteurs qui font appel directement, beaucoup d'achats à des centrales d'achat. Donc, bah, on va pas acheter pareil en fait quand on fait appel à une centrale d'achat, mais on a plein de choses à faire. Nous là-dessus, avec Anne, on a beaucoup travaillé aussi.
Donc voilà, est-ce qu'on a un cadre politique qui est écrit? Est-ce qu'on a une stratégie achat? Est-ce qu'on a un SPASER et donc un cadre qui est donné? Ça, c'est quand même toujours aidant. Est-ce qu'on a mis en place des procédures internes et c'est intéressant de les connaître? Est-ce qu'on a une programmation achat? Parce que c'est bien de vouloir se lancer dans la démarche, mais si on a le marché, par exemple, le nettoyage qui vient d'être publié, ça, c'est fortement impactant sur la qualité de l'air intérieur. Bon, ben, on va se dire, on va pas pouvoir agir sur celui-là. Enfin, on peut toujours agir, hein, bien sûr. Mais on va quand même aller regarder, voir ce qu'on peut faire. Par contre, si on voit qu'il est publié dans un an, on va se dire, ah, ok, d'accord, là, on va prioriser. Voilà. La programmation achat nous permet aussi de prioriser nos façons, enfin, nos segments d'achat. Et puis, est-ce qu'on a des experts en interne ou pas? Et selon qu'on a des experts en interne ou pas, on va pouvoir, alors soit on est très volontaire et on fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage dont l'expertise c'est la santé environnementale et qui va pouvoir nous accompagner à la fois dans la rédaction et surtout l'analyse des offres. Ou bah, si on n'en a pas, bah, on va aussi pouvoir. Voilà. Nous on propose pas mal d'outils libres de droit. On a un dispositif qui s'appelle le guichet vert qui est déployé dans tous les territoires en France. Donc il y a un dispositif gratuit de conseil environnemental de premier niveau. Donc faut pas hésiter voilà aussi à s'appuyer sur les réseaux régionaux de la commande publique qui peuvent vous accompagner. Moi, je vous donne c'est des petits verbatims issus de nos formations. Tout passe par le service achat. On nous a pas associés. On joue la main sur quasiment tous nos achats. On travaille en groupe projet systématiquement. On nous laisse jamais le temps. Ou alors, voilà, je dois rédiger le CCTP pour la semaine prochaine. Bon, voilà, c'est du vécu. Voilà. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y C'est a ça. vraiment dans toutes les collectivités, vraiment des fonctionnements achats qui sont différents. Donc, il faut le connaître pour pouvoir savoir comment agir. Et puis après, ben, il faut connaître les outils juridiques que nous propose le code. Donc, ben, ne pas hésiter à venir vous former. Je fais encore un peu la pub des réseaux régionaux qui vous forment. Une liste absolument pas exhaustive d'incitation par le code. Le sourcing pour nous, c'est vraiment la base, hein. Il faut vraiment que vous connaissiez ce que les entreprises sont en capacité de vous proposer. Moi, j'ai des exemples en fast sourcing, un adhérent qui a demandé parce que bah, il voulait acheter, renouveler le mobilier pour les écoles et les crèches, mais pour les bureaux, même je crois que c'était vraiment pour tout. Il a lu qu'il fallait laisser dégazer le mobilier avant de l'installer. Pour autant, il n'a pas d'espace de stockage ouvert pour pouvoir réaliser ça. Et donc, en fait, il avait demandé en phase sourcing aux entreprises si elles avaient la possibilité, elles, de faire cette phase de dégazage. Et le sourcing lui a permis de se rendre compte qu'en fait, toutes les entreprises avaient des entrepôts qui étaient aérés et qui pouvaient proposer ça. Donc, il a mis ça en clause dans son marché public. Voilà. Exemple tout bête, hein, mais voilà, il fallait y penser. Le benchmark, allez voir ce qui se fait chez vos pairs. Le projet Reco Crèche en est un sur la partie crèche. Nous aussi, au niveau des réseaux régionaux, on vous propose ces temps de benchmark. Via le guichet vert, vous n'hésitez pas à nous dire, tiens, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que vous connaissez une collectivité qui aurait fait ça sur mon territoire ou dans une autre région? L'allotissement a été un levier énorme pour vraiment verrouiller de pas retrouver des produits. Je reviens sur le produit de nettoyage. Quand on a commencé, avec Anne, on avait vraiment mis en place un lot petite enfance pour pas retrouver les détergents de pneus de camion dans une crèche. C'est une réalité, hein, enfin, Hmm. c'est des choses qu'on a pu voir sur le terrain. Oui, puis ça permet à des petits de répondre, notamment par exemple sur la question du savon. On avait souvent des grands fabricants de détergents qui vendaient aussi ce qu'on appelait des produits lavants, mais de composition qui étaient plus près d'un détergent qu'un cosmétique. De faire des petits lots, ça permet à des entreprises qui sont fabricantes de cosmétiques ou à des revendeurs spécialisés de répondre et du coup de proposer des produits de meilleure qualité qui n'auraient pas été accessibles via les gros catalogues des répondants de la détergence. Mm. Voilà, et donc après en rédaction, un clause et critères, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Et le point qui est important, c'est cette notion de suivi d'exécution. Euh, Parce que, alors tout ce qui est marché de fourniture, il y a souvent des changements de référence en cours de marché. Donc ça, il faut vraiment bien le verrouiller au moment où on rédige son marché et bien le suivre et bien potentiellement faire des audits surprises pour verrouiller que les exigences qu'on avait posées dans le cahier des charges sont bien respectées tout au long du marché.
Voilà, ouvrir les yeux, c'est vraiment un élément important bah, pour toutes les considérations environnementales et sociales d'ailleurs, mais voilà, avoir ce... Spécialement, par exemple, sur le bâtiment, hein, quand il y a voilà, que la peinture qui est dans le cahier des charges, on se rend compte qu'elle n'est pas celle qu'on avait espéré avoir, que l'artisan a utilisé une peinture non labellisée, par exemple, alors qu'il devait le faire. C'est vrai que prévoir des visites de chantier, par exemple, ça permet aussi ben, aussi, et puis de sanctionner aussi, je pense que tu vas le dire, Anne, mais il faut aussi sanctionner quand ça arrive, hein. Mm. Donc voilà, voilà, juste pour bien que vous ayez, enfin, mettez-vous tous ces éléments de contexte, ils sont importants. Donc les éléments de contexte réglementaire, donc on avait les contextes organisationnels, le contexte favorable du code de la commande publique, on a un cadre réglementaire et scientifique qui est assez inégal. Donc on a à vraiment en tête qu'on a la main en tête qu'on n'a pas la main sur tout. Ce que disait Anne tout à l'heure, c'est le fait qu'on a un recul très récent en fait hein, sur les produits qui sont mis sur le marché et leur impact sur notre santé. Je sais pas si tu veux, t'as des chiffres là sur le nombre de molécules créées, le nombre de molécules Ouais, analysées. bah, en fait, on est à plusieurs millions de molécules en circulation probablement, et puis on en connaît bien très peu, hein. Ça peut être 500 hein, si c'est certains chiffres, ça se discute, hein, tous ces chiffres-là, mais c'est vrai du coup, on n'a pas la connaissance de tout, et surtout, on n'a pas la composition, ça, on va y revenir juste après, c'est-à-dire qu'il y a des substances des produits qui sont qui sont vendus dont on ne connaît pas la composition. Donc, moi j'ai beau être ingénieur chimiste, si je ne sais pas ce qu'il y a dans un petit jouet en plastique, ça va être difficile de donner des directions et ça va être difficile pour vous d'interdire certaines substances puisque les fabricants n'ont pas l'obligation de les indiquer. Donc, on va voir que pour certains segments d'achat, les réglementations sont dites défavorables. Et ça, c'est sûrement la problématique la plus difficile à laquelle on a dû s'attaquer avec Anne. Et d'où la distinction que tu vas expliquer entre les produits Mm. simples et les produits complexes. Voilà, donc une information, enfin, une réglementation est de fait une information qui sont inégales selon les produits ou prestations qu'on achète. Donc vous connaissez, vous avez tous entendu parler de Rich. Hein, Rich, en fait, ça va être enfin, on va avoir plus d'informations Rich sur des produits, on va dire, je fais court, hein, liquides que solides, euh, sur des mélanges plutôt que des objets. Et puis après, on va avoir des réglementations sectorielles qui existent ou pas. Donc par exemple sur l'alimentation, oui, c'est très transparent, on sait beaucoup de choses. Sur les cosmétiques, on sait beaucoup de choses. Sur les jeux et jouets, on sait un peu de choses, mais on sait moins, par exemple, le mobilier, etc. Donc voilà, selon ce qu'on va acheter, on va pas avoir les mêmes billes au départ, en fait, pour pouvoir agir. Et de la même façon, on va avoir des labels qui sont existants ou pas, qui sont très présents sur le marché ou pas, selon les familles d'achat. Et donc, par exemple, on a parlé le produit de nettoyage. Là, pour le coup, la détergence, il y a des labels, il y a suffisamment de dire d'offres sans avoir de surcoût conséquent. Hein. L'ADEME a sorti d'ailleurs hein, une étude sur de comparatif des prix labellisés non labellisés on voit que voilà, on n'a pas de surcoût. Sur certaines familles d'achat, on peut vraiment y aller. Sur d'autres, il n'y a pas d'offre, il y a pas de concurrence, donc c'est un peu plus risqué. Élise, tu lèves la main. Vas-y, on t'écoute. Oui, tout à fait. J'avais une question. En fait, est-ce que le faible nombre d'ingrédients dans un produit ménager, c'est gage de qualité ou pas forcément? Il faut vraiment regarder la composition. Enfin, est-ce que sinon c'est un premier filtre, mais c'est pas suffisant? Enfin voilà, est-ce on peut se baser un peu sur le nombre d'ingrédients dans Alors, un produit? Alors, ça va dépendre de quel produit. Donc, sur l'approche cosmétique, vous avez la liste exhaustive sur les cosmétiques de la composition. Donc, on peut avoir cette approche réduction des risques par le nombre de substances, mais ça ne suffit pas. En revanche, sur les détergents, et notamment sur les détergents qui sont achetés par les collectivités, la composition exhaustive n'est pas disponible. Parce que l'information que vous allez avoir, elle est sur la fiche de données de sécurité. Donc, non, il faut s'intéresser à la fiche de données de sécurité et on a développé des outils qui permettent de le faire de manière à effectivement savoir ce qu'on achète, ne pas juste se faire vendre un produit, mais l'acheter en connaissant sa carte d'identité. Et ça passe par la connaissance, notamment sur les détergents, de la fiche de données de sécurité.
Et donc la question sur REACH, R-E-A-C-H, c'est effectivement la réglementation européenne en matière de mise sur le marché, enfin, d'information en fait, euh, enfin, je vais y arriver, enfin, toute entreprise qui produit en Europe doit dire ce qu'elle met dans son produit. Voilà. Et le copain de Rich, c'est une réglementation qui s'appelle CLP, qui en fait, c'est la réglementation qui vous permet d'avoir les pictogrammes de danger et les fiches de données de sécurité dont parlait Anne, en fait, donc le côté informer le consommateur. Donc en fait, on peut vous mettre des produits qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Voilà, on peut vendre des produits qui sont dangereux pour notre santé. Pour autant, l'information sur la composition de ces produits est obligatoire. Sur certains, surtout sur les mélanges et un peu moins sur les articles en dur, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, donc du coup, on a dans notre méthode, enfin, ouais, on pense qu'il faut vraiment que vous ayez vraiment une approche différenciée entre des produits simples à exiger et des produits complexes sur lesquels on va pas avoir les mêmes façons de travailler. Donc on a essayé de le schématiser là. Donc là, on a vraiment travaillé nous sur les crèches, hein, donc on vous partage ce qu'on a vraiment fait sur les crèches. Donc qu'est-ce qu'on achète en crèche? On achète des fournitures, des travaux, des services, du mobilier, des produits d'entretien, des couches, des jeux, des jouets. Et donc je vais y arriver, sur tout ce qu'on achète, ben voilà, on va avoir les produits qui ont une réglementation sectorielle. Donc on va avoir Anne les peintures, on va avoir les cosmétiques, Même les peintures, c'est un peu peu plus moins, compliqué. ouais. Vraiment, vraiment là où on peut vraiment y aller sur la façon, les familles d'achat simples, à savoir une réglementation facilitante l'existence de labels et une offre, c'est les détergents, les cosmétiques et l'alimentation, hein. En gros, c'est vraiment ces trois segments là où vraiment on a le feu vert pour vraiment améliorer au quotidien les produits que vous offrez à vos usagers et faire baisser leurs expositions de manière concrète. Sur ces trois segments, il y a des solutions. Ouais, Donc maintenant, sur ces segments, voilà, il y a une réglementation qui est facilitante, une réglementation qui nous informe, il y a des labels qui sont fiables, et il y a une offre qui est existante sans surcoût pour vous. Puis il y a les autres familles d'achats, sur lesquelles on a une réglementation qui nous aide pas, en tout cas qui aide pas les chimistes à savoir ce qu'on met dedans. Il n'y a pas ou peu de labels fiables, ou alors des labels qui vont être incomplets parce que, ben, par exemple, si on regarde les jeux et jouets, ben, par exemple, on va pouvoir s'appuyer partiellement quand on a du textile sur des labels qui sont liés au textile, mais il y a aussi du plastique, il y a aussi du bois. Donc, bref, il n'y a pas, il y a pas, enfin, en tout cas, pas assez de labels qui sont fiables sur lesquels s'appliquer. Et en plus, l'offre n'est pas vraiment existante, développée, en tout cas, potentiellement. Ça peut aussi être un surcoût considérable, notamment regardez sur le mobilier, hein, du coup, c'est de l'investissement, c'est des choix aussi, après politiques, hein, pourquoi pas, mais bon, on sait que c'est pas toujours aussi simple que ça. À toi, Anne, je te vois. non, non, c'est bon, ouais, je te laisse continuer, c'est vrai. Euh, donc voilà, donc en fait, cette diapo aurait pu arriver avant parce qu'elle répète clairement un peu tout ce que je viens de dire. Et donc voilà, posez-vous vos questions. Est-ce que la réglementation nous protège? Est-ce qu'on peut avoir la composition exhaustive d'un produit? Est-ce qu'on peut connaître les risques de santé associés à un produit qu'on achète? Spoiler, non. Est-ce que les labels nous aident? Oui, mais partiellement. Les produits, entre guillemets, idéaux existent-ils? Sont-ils disponibles sur le marché et à quel prix? Et après, est-ce qu'il existe un site de référence qui me permet d'identifier si le produit que j'achète contient des PE? Ça, on n'en a pas parlé, PE, perturbateurs endocriniens. Euh, du coup, on n'en a pas reparlé, mais effectivement, il y a quand même un site qui existe où les entreprises doivent déclarer quand elles mettent sur le Oui, marché des oui, produits oui, qui contiennent des il y a une perturbateurs obligation de endocriniens. déclaration selon la loi AGEC, hein, notamment, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas... Alors, ce qui est intéressant dans peut-être ce qu'on peut dire là, c'est que vous avez compris qu'il y a des segments que vous allez pouvoir aller, il faut que vous choisissiez votre scénario, hein, qui convient aussi avec, effectivement, avec votre politique publique. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que sur les segments difficiles, vous avez un enjeu, il y a un enjeu politique, c'est-à-dire si effectivement
Vous allez titiller sur le réglementaire les répondants, c'est-à-dire que vous allez leur dire, est-ce que vous avez référencé, par exemple, vos produits selon cette réglementation AGEC, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens. Ça va bénéficier globalement au plus grand nombre, c'est-à-dire à l'ensemble des collectivités, puisque si les collectivités se mettent à être un peu exigeantes, un peu tirer le demande d'information et la transparence, forcément les répondants vont se mettre à le proposer à tout le monde parce que ça va devenir un argument commercial que de mettre ces informations à votre disposition. Donc vous avez vraiment un rôle politique. Quand on voit les volumes d'achat dont parlait Anne tout à l'heure, l'incidence peut être énorme dans votre capacité à faire évoluer la façon de communiquer des entreprises et à les pousser à la transparence. Donc c'est vraiment là où sur les segments compliqués, vous pouvez aller en demandant un peu plus d'informations même si c'est frustrant parce que demain matin, vous n'aurez pas des super jouets ou des super produits d'ameublement super sûrs, mais vous allez quand même contribuer globalement à améliorer le marché. Merci beaucoup, Anne. Voilà, donc ça, c'était vraiment sur notre partage de réflexion, en tout cas en termes de comment intégrer ces enjeux de santé environnement dans vos marchés publics. Donc l'idée, c'était vraiment de vous inspirer, de vous partager nos retours d'expérience. Euh, on a du coup donc pour ce qu'on achète en crèche développé des outils acheteurs publics. Donc Anne l'a précisé tout à l'heure. Donc je vais pas rentrer dans le détail de tout. Alors quand même on n'a pas parlé du Saniscore, mais comme là on a quand même des personnes qui sont pas forcément en Nouvelle-Aquitaine, qui connaissent pas forcément. On a ça c'est pareil, hein, c'est ouvert à tous. Ces fiches-là, c'est des fiches de dialogue avec les fournisseurs. En fait, on pose une dizaine de questions. Ça va permettre d'avoir une note pour noter. Bah, alors voilà, on l'a fait sur ces familles d'achats-là spécifiques. Bah, comme ça vous permet de faire un choix en fait et d'évaluer les produits en cours, de faire le choix sur sur les futurs produits aussi. Si vous n'êtes pas en marché. Nous, on l'a testé aussi avec un adhérent qui a mis cette fiche-là pour le cadre de mémoire technico-environnementale. Donc pour du coup, enfin santé environnement. Donc du coup, bah, celui qui avait la meilleure note était le produit qui était choisi. Donc nous, les outils qu'on a mis en place, donc famille d'achat simple, on a des closiers. Donc on n'a pas mis les couches dans les familles d'achat simple, mais pour autant on a un label, depuis la révision de l'écolabel européen, on peut nous dire, on peut s'appuyer dessus. Donc là, du coup, on a un closier couche, on a un closier sur les produits de nettoyage, on en a sur les jeux et jouets qui, alors non, c'est pas des closiers, ça, c'est un autre, c'est de la Ouais. famille compliquée, Ouais. sur les cosmétiques, etc. Et après, sur la famille, donc ça, c'est closier de type. Voilà, on s'appuie on vous donne des clauses types, notamment on s'appuie sur des labels. On vous donne un BPU type là sur les produits de nettoyage. Il y a 10 produits qui permettent de tout faire dans n'importe quel bâtiment, à part les pneus des camions et les piscines. Et puis, Et on a une journée de les formation techniques. type aussi là-dessus. C'est vraiment le domaine où on est le plus avancé, hein. On a développé même une formation, le plus d'outils. C'est vraiment un domaine où on est capable voilà, on a été capable d'aller très loin. Et puis après, sur les familles d'achats plus compliquées, comme donc là, le closier couche, il existe, c'est du partage de webinaires qu'on a animés. Et sur les familles d'achats plus complexes, comme les jeux et jouets, eh bien, on a mis en place des outils de critères et des outils de sourcing aussi pour poser les questions en termes de transparence auprès des entreprises. Donc ça, c'est des outils aussi qu'on vous met à disposition sur le site de RecoCrèche et de 3R.